j'ai vu ma sœur rire de mes sanglots devant des centaines d'inconnus, et en cet instant, j'ai compris que l'amour fraternel n'était qu'un mensonge qu'elle avait ourdi pour mieux me poignarder. Ce jour-là, dans les couloirs feutrés d'un gala parisien, elle a balancé nos secrets les plus intimes comme des confettis, transformant ma vulnérabilité en spectacle public, et j'ai juré sur les cendres de mon âme brisée que je la ferais payer, non pas avec des larmes, mais avec la lame froide de la justice. Aujourd'hui, alors que le marteau du juge s'apprête à tomber, je réalise que la vraie trahison n'est pas la sienne, mais la mienne. J'ai aimé une vipère, et maintenant, je vais la regarder se tordre dans les flammes que j'ai allumées moi-même. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous aviez été là, ce soir d'automne pluvieux à Paris, vous auriez senti l'odeur âcre de la trahison se mêler à celle du champagne éventé. C'était au Grand Palais, transformé pour l'occasion en un labyrinthe de lustres cristallins et de robes de soirée qui bruissaient comme des serpents dans l'herbe. J'avais 32 ans, et pour la première fois de ma vie, je me tenais au bord d'un précipice professionnel. Mon livre, Les ombres intimes, venait d'être sélectionné pour le prix Goncourt. Des critiques, des éditeurs, des célébrités ou tous ces fantômes de la littérature française se pressaient autour de moi, leur sourire poli masquant une faim vorace pour le scandale. Et au centre de tout cela, il y avait Camille, ma grande sœur, l'étoile filante de notre famille dysfonctionnelle, avec ses cheveux roux cascadant comme du feu sur ses épaules nues, et son rire qui pouvait charmer un jury ou briser un cœur. Camille avait toujours été la favorite. Née 3 ans avant moi dans notre petit appartement du Marais, elle avait hérité des yeux verts de maman et du charisme de papa, ce mélange toxique qui faisait d'elle une actrice en herbe, une séductrice née. Moi? J'étais la ratée, la petite sœur aux lunettes épaisses, celle qui passait ses nuits à noircir des carnets pendant que Camille dansait dans les clubs de Pigalle. Mais j'avais appris à survivre à l'ombre de son éclat. J'avais gravi les échelons de l'édition par la sueur et les nuits blanches, transformant mes démons intérieurs en mots qui saignaient sur la page. Les ombres intimes étaient mon exutoire, un roman sur une femme piégée dans les filets d'une famille toxique, inspiré aux ironies du sort de nos propres enfances. Camille l'avait lu en avant-première, bien sûr. Elle m'avait serré dans ses bras, murmurait « C'est magnifique, Élise. Tu vas les éblouir. » Ces mots étaient du miel empoisonné, et je l'avais cru, comme toujours. Le gala battait son plein. Les serveurs glissaient entre les invités comme des ombres, portant des plateaux de canapés au foie gras et de flûtes pétillantes. J'étais monté sur l'estrade pour une lecture improvisée, mon cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier en cavale. Les projecteurs m'aveuglaient, mais je voyais les visages, attentifs, curieux, affamés. J'ai commencé à lire un passage clé, celui où la protagoniste confronte sa sœur aînée sur les abus enfouis de leur passé. Ma voix tremblait légèrement, mais je tenais bon, les mots coulant comme du vin rouge sur une nappe blanche. Et puis, au milieu de la salle, j'ai entendu ce rire. Pas un rire discret, non un éclat strident, contagieux, qui a fait tourner les têtes comme des girouettes dans la tempête. C'était Camille, debout au premier rang, une main sur la bouche, mais ses yeux pétillaient de malice. Elle n'était pas seule, autour d'elle, un cercle d'invités ou des journalistes du Figaro, un producteur de Canal+, des romanciers rivaux se joignaient à elle, leur rire cascadant comme une avalanche. Oh, Élise, a-t-elle lancé d'une voix théâtrale, assez forte pour que les micros la captent et la diffusent dans toute la salle. C'est toi qui parles de secrets de famille. Et ce petit détail sur la sœur qui vole les amants? C'était moi, non? Et l'avortement secret que tu as emprunté à maman? Les mots ont claqué comme des gifles. La salle s'est figée, puis a explosé en murmures, en regards en coin, en téléphone qui sortait discrètement pour filmer. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes joues brûlaient, mes mains tremblaient sur le livre ouvert. Ces détails, l'infidélité de Camille avec mon premier petit ami, l'avortement que maman avait caché pendant des années n'étaient pas censés être publics. J'avais changé les noms, voilé les faits, mais Camille, dans sa fureur possessive, avait tout déterré pour me ridiculiser. C'est de la fiction, ma chérie, a-t-elle ajouté, feignant l'innocence, mais son ton était acide, venimeux. Ou peut-être que tu es juste une petite menteuse qui pompe la vie des autres pour tes chefs d'œuvre. Le rire collectif a suivi, un monstre aux 1000 têtes, et j'ai vu des flashs crépiter, des stories Instagram se former en temps réel, scandale Goncourt, sœur ennemie. J'ai fui l'estrade, les larmes brouillant ma vue, trébuchant sur les marches recouvertes de velours rouge. Derrière moi, Camille continuait son show, racontant des anecdotes tronquées de notre enfance, la fois où j'avais uriné au lit à 10 ans, ou comment j'avais copié ses devoirs pour entrer à la Sorbonne. Chaque mot était une lame, taillée pour blesser là où ça faisait le plus mal. J'ai atteint les toilettes,
un sanctuaire de marbre froid et de miroirs impitoyables, et là, seul avec mon reflet brisé, j'ai vomi. Pas de bile, non de rage pure, de bile noire qui remontait de mes tripes comme un poison ancestral. Dehors, la pluie martelait les vitres du Grand Palais, transformant Paris en un tableau flou de lumière néon et de flaques miroitantes. J'ai attrapé un taxi, direction mon appartement du 11e arrondissement, un 2 pièces exigu où les livres s'empilaient comme des remparts contre le monde. Le chauffeur, un vieux nord-africain au regard fatigué, m'a jeté un coup d'œil dans le rétro. « Mauvaise soirée, mademoiselle ?» J'ai marmonné un oui, et il a hoché la tête, allumant la radio sur France Inter. Les nouvelles parlaient déjà de moi, un scandale éclate au gala du Goncourt. Mon téléphone vibrait sans relâche un message de collègues, d'amis, de mon éditeur furieux. Et au milieu de ce chaos, un texto de Camille, désolé, Serette. J'ai peut-être bu un peu trop. On en rit demain? Bisous. On en rit demain. Ces mots m'ont frappé comme un uppercut. J'ai éteint le téléphone, me recroquevillant sur le siège en cuir usé, tandis que les rues de Paris défilaient, l'opéra illuminé, les fontaines de la Concorde figées dans leur éternel jet d'eau. Chez moi, l'appartement était un cocon sombre, imprégné de l'odeur de café froid et de pages jaunies. Je me suis effondré sur le lit, les sanglots secouant mon corps comme une tempête. Mais au milieu de cette nuit d'encre, une étincelle s'est allumée. Pas de pitié pour elle. Pas de pardon. Camille avait toujours pris ce qu'elle voulait, l'attention de nos parents, les amis communs, même mon ombre. Ce soir, elle avait franchi la ligne, et je n'allais pas la laisser s'en tirer avec un bisou. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets disjoints, jetant des lames de lumière sur le plancher rayé. Mon téléphone était une mine, 147 notifications. Les réseaux sociaux grouillaient de mêmes moqueurs, de threads sur Twitter disséquant mon plagiat familial. Mon éditeur avait annulé la promotion, le jury du Goncourt m'avait rayé de la shortlist. Et Camille? Elle postait déjà une story Instagram, une photo d'elle en peignoir de soie, café à la main, légende, les nuits folles de Paris. Qui est partante pour un brunch? Pas un mot d'excuse. Juste son éternel narcissisme, ce masque de légèreté qui cachait une âme vorace. J'ai passé la journée à ruminer, à fouiller dans mes souvenirs comme un archéologue dans une tombe maudite. Notre enfance à Saint-Germain-des-Prés n'avait pas été un conte de fées. Papa, un professeur d'histoire raté, buvait pour oublier ses échecs, maman, ancienne ballerine, se consumait dans des regrets silencieux. Camille était la lumière, moi l'ombre. À 12 ans, elle m'avait volé mon rôle dans la pièce de théâtre de l'école, mentant à la prof pour que je sois relégué au chœur. À 16, elle avait séduit mon crush, puis m'avait consolé avec des promesses vides. Et maintenant, à 35 ans, elle sabotait ma carrière parce que, quoi? Mon succès menaçait le sien. Elle n'avait rien publié depuis son flop théâtral de 2018, se contentant de rôles mineurs dans des séries Z et de soirées people pour payer son loyer à Montmartre. Vers midi, un coup à la porte m'a tiré de ma torpeur. C'était Margot, ma meilleure amie, une avocate pénaliste aux cheveux courts et au regard d'acier, qui bossait au palais de justice. Elle m'a serré dans ses bras sans un mot, déposant un sac de croissants chauds et un café serré. J'ai vu les news, Élise. C'est dégueulasse. On s'est assise à la table bancale de ma cuisine, et les mots ont jailli comme un torrent, la humiliation, la rage, les doutes qui me rongeaient. Margot écoutait, hochant la tête, ses doigts tambourinant sur la tasse comme un juge évaluant une sentence. Tu sais, a-t-elle dit enfin, la diffamation, c'est punissable. En France, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et avec les preuves, les témoignages, les vidéos, tu pourrais la traîner en justice. La justice. Le mot a résonné en moi comme un glas. Pas une bagarre de rue, non, quelque chose de plus raffiné, de plus destructeur. J'ai imaginé Camille, si fière, si intouchable, face à un juge en robe noire, obligé de s'asseoir au banc des accusés. Ses amis people la lâcheraient, ses followers se délecteraient du spectacle. Ce ne serait pas de la violence physique, mais une dissection lente, impitoyable, de son âme. Et si on allait plus loin, ai-je murmuré, ma voix basse comme un complot. Margot a haussé un sourcil. Comment ça? J'ai hésité, puis tout est sorti, les petits larcins de Camille au fil des ans, l'argent emprunté à maman sans rembourser, les idées volées pour ses auditions, et surtout, ce secret que j'avais enfoui depuis des années. L'accident. C'était l'été 2005, nous avions 20 ans. On roulait sur la départementale vers Deauville,
Camille au volant de la vieille Peugeot de papa, ivre de rosée et de liberté. Moi à côté, nerveuse, lui rappelant de ralentir. Et puis, le virage trop serré, le cri des pneus, le choc contre le garde-fou. La voiture avait dérapé, heurtant un cycliste qui surgissait de nulle part. Il était mort sur le coup, un retraité du coin, père de 3 enfants. Camille avait paniqué, supplié, Élise, dis rien. C'était pas ma faute, il était sur la route. J'avais menti à la police, inventé une version où c'était un animal qui avait surgi. On s'en était tiré avec des égratignures et un silence pesant. Mais ce secret nous liait comme une chaîne rouillée, et maintenant, je voyais comment l'utiliser pour la faire plier. Margot s'est redressée, les yeux écarquillés. Putain, Élise. Si tu balances ça, c'est homicide involontaire. Prescription ou pas, ça ruine une vie. Tu es sûr? J'ai acquiescé, un froid glacial s'installant dans ma poitrine. Ce n'était plus de la vengeance, c'était une purge. Aide-moi, Margot. Fais de moi ton témoin star. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Margot m'a connecté à un détective privé, un ancien flic nommé Laurent, qui creusait dans le passé de Camille comme un chien de chasse. Les preuves s'accumulaient, des mails où elle admettait avoir emprunté et des passages de mon journal pour son one-woman show avorté, des témoignages d'ex-amis qui parlaient de sa jalousie maladive, et bien sûr, les vidéos du gala, virales sur TikTok, montrant son sourire carnassier. J'ai porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée, demandant des dommages et intérêts symboliques. Non, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait, mais le cirque médiatique qui l'entourait. Camille a riposté, bien sûr. Un appel larmoyant, Élise, c'est une blague. Tu vas vraiment me poursuivre? On est sœurs. J'ai écouté sa voix chevrotante, imaginant ses ongles vernis pianotant sur son iPhone, et j'ai répondu d'une voix d'acier, les sœurs ne rient pas des tombes, Camille. Tu as ouvert la boîte de Pandore. À toi de danser avec les démons. Elle a raccroché, furieuse, et les tabloïds ont titré « Guerre des sœurs Moreau, du gala au tribunal ». Paris adorait ça, le sel de la trahison familiale, assaisonné de littérature et de vieux secrets. Au fur et à mesure que le procès approchait, je sentais ma rage se muer en quelque chose de plus sombre, de plus introspectif. Les nuits, je marchais le long de la Seine, les berges humides reflétant les lumières des ponts comme des cicatrices luminescentes. Je repensais à maman, morte d'un cancer 2 ans plus tôt, qui nous avait fait jurer de nous protéger mutuellement. Ironie cruelle, c'était moi qui protégeais Camille de la prison, autrefois, et maintenant, je la livrais en pâture. Était-ce de la justice, ou juste une soif de sang masquée en vertu? Mon thérapeute, un vieil Allemand expatrié nommé Klaus, me mettait en garde lors de nos sessions virtuelles, la vengeance est un miroir, Élise. Elle te renvoie ton propre monstre. Mais je n'écoutais pas. J'étais trop occupé à aiguiser ma lame. Le jour de l'audience préliminaire, au tribunal de grande instance de Paris, l'air était chargé d'une humidité poisseuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle. J'ai franchi les portes massives, mon tailleur gris perle cousu sur mesure pour l'occasion au sobre, impitoyable. Margot était à mes côtés, son cartable en cuir noir bourré de dossiers. Camille était déjà là, dans le couloir carrelé de blanc, flanqué de son avocat, un jeune loup aux cheveux gominés qui puait le cigare froid. Elle portait une robe rouge sang, ses lèvres peintes en arc de Cupidon moqueur. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure, une lueur de peur dans ses yeux verts. Élise, a-t-elle murmuré en s'approchant, sa voix un filet de soie déchirée. Réfléchis. On peut tout arrêter. Pour maman. J'ai souri, un sourire froid comme la pierre des colonnes gothiques qui nous entouraient. Maman n'est plus là pour tes mensonges, Camille. Et moi, je suis là pour la vérité. Son avocat l'a tiré en arrière, marmonnant quelque chose sur une réconciliation familiale, mais c'était trop tard. Le greffier a appelé nos noms, et nous sommes entrés dans la salle d'audience, un amphithéâtre de bois sombre et de murmures étouffés. Le juge, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes en écaille, a ouvert la séance d'une voix monocorde. Margot a présenté les faits, la diffamation publique, les dommages psychologiques, insomnie, crise d'angoisse, perte de revenus estimée à 50 000 euros. J'ai témoigné la première, ma voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. J'ai décrit le gala, le rire, les mots qui avaient lacéré mon âme devant le monde entier. Les jurés aux 5 citoyens ordinaires, des visages anonymes tirés au sort prenaient des notes, leurs expressions oscillant entre compassion et scepticisme.
Puis vint le tour de Camille. Elle s'est levée, théâtrale comme toujours, jurant sur la Bible laïque de la République, je n'ai fait que plaisanter. Élise exagère, comme d'habitude. C'est de la fiction, pas de la réalité. Mais Margot avait anticipé ça. Elle a projeté les vidéos sur l'écran, le sourire carnassier, les rires complices, les détails trop précis pour être inventés. Un murmure a parcouru la salle. Camille a blêmi, ses mains tremblant sur la barre. Et puis, le clou du spectacle, Laurent, le détective, a témoigné sur l'accident de 2005. Pas pour accuser directement, pas encore, mais pour établir un pattern de mensonges. Madame Moreau a une histoire de dissimulation, a-t-il dit d'une voix rocailleuse. L'incident de Deauville n'était pas le premier. Camille a bondi, c'est faux. Élise ment pour se venger. Le juge a tapé du marteau, silence. La pause a été un interlude de tension. Dans les couloirs, j'ai croisé Camille aux toilettes. Elle m'y attendait, adossée au lavabo, cigarette électronique à la main malgré l'interdiction. Tu vas vraiment creuser dans le passé, hein, a-t-elle sifflé, ses yeux rougis par le manque de sommeil. Pour un livre raté? J'ai approché, assez près pour sentir son parfum jasmin et trahison. Pas pour le livre, Camille. Pour toutes les fois où tu m'as enterrée vivante. L'accident? C'était ton secret, mais c'est moi qui ai porté le poids. Aujourd'hui, tu portes le mien. Elle a tiré une bouffée, exhalant la vapeur comme un dragon blessé. Tu es monstre, Élise. Plus que moi. L'après-midi a apporté les contre-interrogatoires. L'avocat de Camille a essayé de me piéger, n'êtes-vous pas jalouse de votre sœur, mademoiselle Moreau? N'avez-vous pas exagéré les faits pour un gain médiatique? J'ai soutenu son regard, ma voix un fil d'acier, jalouse? Non. Blessée, oui. Et la vérité n'a pas besoin de maquillage. Les jurés ont hoché la tête, un homme d'âge mûr, ouvrier aux mains calleuses, m'a même souri discrètement. À la fin de la journée, le juge a ajourné, fixant la plaidoirie finale dans 2 semaines. Dehors, la presse nous attendait, flash, micro tendu comme des baïonnettes. Camille s'est éclipsée par une sortie latérale, moi, j'ai affronté le feu, déclarant « La famille n'excuse pas la cruauté ». Les 2 semaines suivantes ont été un purgatoire lent. Paris bruissait de rumeurs, des podcasts disséquaient notre drame des sœurs, des articles dans le monde spéculaient sur un héritage maudit. Camille m'a bombardé de messages, des supplications, puis des insultes, espèce de salope ingrate. Tu vas regretter. J'ignorais tout, me concentrant sur ma plaidoirie avec Margot. On a affiné les arguments, non seulement la diffamation, mais une demande d'enquête sur l'accident de 2005, sous prétexte de pertinence psychologique pour évaluer les dommages. Klaus, mon thérapeute, m'avertissait, tu flirtes avec l'abîme, Élise. La vengeance consume le vengeur. Mais je voyais dans le miroir une femme nouvelle, des yeux plus durs, une posture plus droite. La douleur s'était cristallisée en diamant noir. Le jour J est arrivé sous un ciel d'azur impitoyable, comme si Dieu lui-même assistait au spectacle. Le tribunal était bondé, journalistes, curieux, même quelques fans de mon livre rescapés du scandale. J'ai pris place au banc des plaignants, mon cœur battant un rythme funèbre. Camille est entrée la dernière, escortée par son avocat, son visage un masque de porcelaine fêlée. Nos regards se sont verrouillés, dans le sien, je lisais la panique, un animal acculé. Margot a ouvert les hostilités, sa voix tranchante comme une guillotine, mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas un simple différend familial. C'est une agression calculée contre l'âme d'une artiste. Ma plaidoirie a suivi. Je me suis levé, les mains posées sur la barre comme sur un autel. J'ai aimé ma sœur plus que tout, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la salle aux boiseries sombres. Mais l'amour ne justifie pas la destruction. Ce soir au gala, elle n'a pas ri d'un livre où elle a ri de mes cicatrices, exposant au monde des blessures que j'avais pensées avec des mots. Et l'accident de Deauville? Ce n'était pas un secret partagé, c'était un fardeau que j'ai porté seul, par loyauté. Aujourd'hui, je demande justice, non pour moi, mais pour toutes les petites sœurs écrasées par l'ombre des aînés. Des sanglots étouffés ont parcouru l'assemblée, un juré, une femme aux cheveux grisonnants, essuyait une larme. Camille a contre-attaqué, sa voix chevrotante, Élise déforme tout. J'étais Sem, ce soir-là. Elle est obsédée par le passé. Mais son avocat peinait, les preuves étaient accablantes. Puis vint le moment fatidique, l'interrogatoire croisé sur l'accident.
Margot a sorti les photos jaunies, les rapports médicaux falsifiés. Madame Moreau, a-t-elle demandé calmement, pourquoi avez-vous convaincu votre sœur de mentir à la police? Était-ce de la peur? Ou de la culpabilité? Camille a bafouillé, son maquillage coulant légèrement sous les projecteurs. C'était un accident. On était jeunes. Mais le doute était semé. Le procureur, un homme sec comme un coup de trique, a pris la parole. Le tribunal envisage une enquête complémentaire sur l'homicide involontaire de 2005. La prescription est discutable en cas de nouveaux témoignages. La salle a retenti d'un hoquet collectif. Camille s'est affaissée sur sa chaise, son visage livide comme un linceul. J'ai senti une vague de triomphe me submerger, âcre et enivrante, mais teintée d'un malaise diffus. Était-ce vraiment la victoire, ou juste un nouveau chapitre de notre enfer partagé? Les plaidoiries se sont closes sur un délibéré à huis clos. Nous avons attendu dehors, sous le porche du tribunal, où les pigeons picoraient les miettes des sandwichs des gendarmes. Camille m'a approché une dernière fois, sa voix un murmure brisé, « Tu m'as tué, Élise. » Pour de bon. J'ai haussé les épaules. Non. Tu t'es tué toi-même, le soir où tu as ri. Des heures plus tard, le greffier nous a rappelé. La salle était un tombeau de tension, l'air chargé d'électricité statique. Le juré principal, un homme trapu aux lunettes rondes ou un comptable de banlieue, d'après les ragots, s'est levé lentement, ajustant sa cravate comme un bourreau son nœud coulant. Le juge a incliné la tête. Le verdict? Il a tout sauté, sa voix éraillée par l'émotion. Votre honneur. Après délibération, nous déclarons l'accusé, Camille Moreau, coupable de diffamation aggravée et d'atteinte à la vie privée. Dommages et intérêts, 30 000 €. De plus, nous recommandons une enquête immédiate sur l'accident de 2005. Le marteau a claqué, scellant le destin. Camille a poussé un cri étranglé, ses mains couvrant sa bouche. Les flashs ont explosé comme des feux d'artifice macabres. J'ai quitté la salle la tête haute, mais dehors, sous le soleil implacable, les larmes sont venues au pas de joie, mais d'un vide abyssal. J'avais gagné, mais à quel prix? Paris continuait son balai indifférent, klaxons, touristes, la Seine coulant paresseuse vers l'océan. Et moi, Élise Moreau, j'étais libre, mais hanté par l'écho de ce rire qui ne s'éteindrait jamais. Les mois suivants ont été un étrange mélange de catharsis et de deuil. L'enquête sur l'accident a abouti à une mise en examen pour Camille, homicide involontaire, avec sursis probable vu les années écoulées, mais suffisant pour la priver de ses rêves d'actrice. Qui voudrait caster une femme avec un tel passif? Elle a vendu son appartement de Montmartre, déménagé dans un studio anonyme à la périphérie, ses followers s'évaporaient comme fumée. Moi, j'ai repris l'écriture, mais les ombres intimes a muté en un nouveau roman, Le Rire des Vipères, un récit brut sur la vengeance fraternelle qui a cartonné, nominé pour le Renaudot. Les critiques parlaient de « une plongée magistrale dans les abysses de l'âme blessée ». Pourtant, la nuit, les fantômes revenaient. Je rêvais de Deauville, du cycliste anonyme dont le nom au Pierre Lefebvre était gravé sur une stèle anonyme au bord de la route. Avais-je vengé ma douleur, ou profané sa mémoire en utilisant la mort comme arme? Camille m'écrivait parfois, des lettres manuscrites sur du papier pelure, « Pardonne-moi, Élise. J'étais jalouse de ta force. » Je les lisais, puis les brûlais dans l'évier, observant les flammes danser comme des démons rieurs. Margot et moi, on dînait souvent au bistrot du coin, un troquet au mur tapissé de photos jaunies de footballeurs. Tu as bien fait, me disait-elle, levant son verre de Bordeaux. La loi est une épée à double tranchant, mais elle coupe net. Klaus, en thérapie, insistait, accepte le monstre en toi, Élise. C'est ce qui te rend humaine. Peut-être. Un soir d'hiver, sous la neige rare qui saupoudrait les toits de Paris, j'ai croisé Camille par hasard, rue des Abbesses. Elle était amaigrie, ses cheveux ternes, un manteau usé sur les épaules. Nos regards se sont accrochés, pas de mots, juste un hochement de tête. Était-ce du pardon? Non. Juste une trêve dans la guerre éternelle des sœurs. Aujourd'hui, assis dans mon bureau surplombant la Seine, un luxe payé par les royalties, je tape ces lignes comme une confession. La vengeance m'a guéri, mais elle m'a aussi scarifié. Si vous lisez ceci, rappelez-vous, le rire d'un proche peut être la première fissure dans votre armure. Et quand elle s'élargit, ce n'est plus une blague, c'est un gouffre. Et parfois, on saute dedans, bras grands ouverts, pour renaître phénix des cendres.